Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview de Makaya Live, où j'accueille, plus que mon ami, mon frère, Alain Akwala Atipo, ancien ministre du Congo-Brazzaville, et que je suis heureux de retrouver à Paris et qui est avec nous au club depuis sa création, on peut dire. Et à ce moment-là, tu étais encore ministre. Alors oui, on se tutoie, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, alors donc Alain Akwala a eu ce parcours extrêmement important avec la confiance du président de la République, Denis Sassou Nguesso, alors que rien ne le préparait particulièrement à devenir ministre. Enfin, on ne va pas revenir sur tout ça. Et puis, depuis 6 années et demie environ maintenant, il n'était plus ministre. Et voilà qu'il a été nommé dernièrement dans une fonction qui est très importante dans le discours que nous tenons, justement, dans notre club, Objectif Afrique à venir, O2A, pour justement parler de ces nouvelles relations entre la France et l'Afrique, etc. Alain Akwala est aujourd'hui le président de la commission nationale d'auto-évaluation, du mécanisme d'auto-évaluation africain, il va nous le redire lui-même, par les pairs. Cette fonction qui part du Congo s'adresse également à tous les autres pays de l'Union africaine pour justement réanalyser, remettre en cause, resuggérer de nouvelles manières de fonctionner en plan économique et d'analyser, éventuellement de comparer aussi peut-être les situations des uns et des autres. Et c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté pour cela. Et voilà, alors je voudrais que justement que tu nous expliques rapidement, puisqu'on a à peu près 3 ou 4 questions, il ne faut pas que ça dure trop longtemps notre interview, hein, comme tu le sais. Donc mieux connaître ce mouvement, c'est un processus. Ce processus qui incarne, ça a été désigné par une télévision amie de Brazzaville, la voie africaine de la bonne gouvernance et de l'émergence économique. Et je crois que dans ces mots, ça a vraiment un intérêt beaucoup, et c'est un échange d'expériences, on va dire, entre les États africains. Voilà, alors la question de cette fonction, eh bien, elle s'adapte tout à fait au discours que nous essayons de tenir dernièrement, comme tu as intervenu dans notre dernier débat, dans notre dernier forum au Club O2A, qui parlait de la relance de l'Afrique par les Africains. Ben, ça s'harmonise bien avec cela. Alors je te demande à cette question-là, maintenant, qu'est-ce que tu peux expliquer rapidement cette relance de l'Afrique pour l'Afrique, voilà, à travers ce mécanisme? En quelques mots, tu l'as signifié. Effectivement, le président Denis Sassou Nguesso nous a accordé à nouveau sa confiance, et ainsi à 30 autres compatriotes, parce que c'est une commission que je dirige, mais de manière synergique avec une trentaine de compatriotes. Bien, alors, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, cher Alain, pour comprendre, il faut se restituer dans l'histoire. L'Afrique indépendante crée l'OUA en mai 1963, a pour objectif l'indépendance de l'Afrique, faire en sorte qu'il n'y ait plus de pays colonisés sur le continent africain. Alors, objectif ultime, c'est la libération de Mandela. En 1994, Mandela devient président de l'Afrique du Sud. Voilà. Et à ce moment-là, l'objectif des pères fondateurs de l'OUA est atteint. À ce moment-là, la nouvelle génération, Thabo Mbeki, Denis Sassou Nguesso, etc., et autres, Ouattara, qui n'était pas encore président, mais plutôt Abdoulaye Wade, Bouteflika, Thabo Mbeki, je l'ai dit, et puis Obasanjo, pensent créer, concevoir une doctrine économique, c'est-à-dire qui doit avoir pour objectif sortir l'Afrique du sous-développement, essayer de construire une souveraineté économique africaine. D'où le NEPAD en 2001. Voilà. Après, l'Union africaine. Bien. Et donc, il y a eu l'Union africaine qui a provoqué le NEPAD. NEPAD, Union africaine. D'accord. Et à partir de là, s'appuyant sur la doctrine économique, donc la toute première du continent, qu'est le NEPAD, eh bien, l'Union africaine définit un horizon 2063, 100 ans voilà. de l'Union africaine et de l'OUA. Cet agenda 2063. Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Et à partir de là, il y a comme élément central la ZLECAf, donc la zone de libre-échange africaine. Qui a commencé déjà, qui est opérationnelle voilà, sur le papier, elle est quand même la plus grande du monde, plus de 50 États. Et ensuite, les chefs d'État africains décident de mettre en place un certain nombre de normes, un certain nombre de codes qui tournent autour de la paix,
l'unité africaine, l'intégration économique africaine, la stabilité politique, la bonne gouvernance, qu'elle soit au plan... La bonne gouvernance. Ça fait partie des sujets, des objectifs de cette, exact. Donc, de ce mécanisme. Qu'elle soit au niveau démocratique, politique, économique, des entreprises, le développement socio-économique des populations, la capacité de nos États à résister aux chocs économiques et aux crises. Et donc à partir de ces différents codes, eh bien, les chefs d'État africains décident de mettre en place ce mécanisme africain d'évaluation, d'auto-évaluation par les pairs, donc un mécanisme, un processus donc, volontaire pour que chaque pays africain, en fonction de ses axes de travail, eh bien, fasse les réformes nécessaires qui conduisent chaque pays africain sur la voie d'intégration économique et politique. Donc le rôle donc, de la commission que je dirige au niveau du Congo a cet objectif. Alors cet objectif est au niveau du Congo, bien sûr. Mais il y a des incidences avec les autres pays que tu consultes, que tu visites. Oui, et tu mets en commun. Quelle est la question que je voulais poser? Comment le gouvernement congolais, en l'occurrence, accepte d'être éventuellement sur la sellette des autres économies africaines? Comment c'est accepté par les autorités politiques du pays et comment c'est accepté par les autorités des autres pays? C'est une décision autonome. Et responsable de l'Union africaine. De l'Union africaine, c'est pas parti du Congo, c'est parti de l'Union africaine. C'est ce que je veux bien préciser. Le Congo, effectivement, a joué un rôle important dans ces différentes luttes, ces processus de lutte de libération. Le président Denis Sassou Nguesso a été à la tête de l'EUA, il avait créé le Fonds Africa pour soutenir, soutenir financièrement la lutte des pays, disons, de l'Afrique australe et notamment l'Afrique du Sud, etc. En 2006, il a été à la tête de l'Union africaine et il a fait la promotion du NEPAD. Mais le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est une décision qui vient du NEPAD, qui est une conception prospective du devenir économique de l'Afrique. Faire de l'Afrique un continent économiquement intégré et qui sorte, si vous voulez, qui nous sortent de la pauvreté. Oui, d'accord. Par exemple, la SLECAF, dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, il y a des études qui montrent que, elles ont été faites dans les années 2021, qu'à horizon 2035, eh bien, l'agriculture et l'agro-industrie peuvent sortir 100 millions d'Africains de la pauvreté et avoir un impact sur le PIB d'à peu près 500 milliards de dollars. Donc, c'est un processus d'auto-évaluation accepté par les chefs d'État africains, conçu par les chefs d'État africains. En fait, si vous voulez, c'est une espèce de, enfin, si tu veux, c'est une plateforme qui permet aux Africains, eh bien, de trouver des solutions aux problèmes africains par les Africains eux-mêmes. Voilà, mais ça s'immisce quand même dans les économies individuelles des pays. Oui, c'est-à-dire que de manière volontaire, eh bien, les chefs d'État africains acceptent de voir dans quelle mesure, par rapport à ce qui a été décidé de manière supranationale, comment est-ce que chaque pays mène ce processus, conduit ce processus pour aller vers l'intégration économique et politique de l'Afrique. Cela passe par des études d'évaluation qui sont faites sur les différents thèmes que je t'ai évoqués tout à l'heure. Et à partir de la Commission nationale, cette Commission nationale d'auto-évaluation, une fois qu'elle a fini son étude, le rapport de ses études, évidemment à partir des bureaux d'études et des instituts de recherche, valide ce rapport. Ensuite, il y a 5 thématiques. Ensuite, les 5 thématiques font l'objet d'un rapport synthèse unique, fait par un bureau d'études et une université. Et ensuite, ce rapport synthèse devient le rapport d'auto-évaluation du pays, donc du Congo. Et ensuite, dans la gouvernance du processus, eh bien, ce rapport va maintenant au niveau du panel des experts, qui sont des personnalités scientifiques, intellectuelles indépendantes, qui valident ce rapport, et il devient à ce moment-là le rapport national d'évaluation. Et ce rapport national d'évaluation, après, se retrouve au niveau du forum des chefs d'État et de gouvernement. Mais alors, quel sera le programme dans le temps, là? Comment ça va se passer en 2024? Alors, je finis un élément, parce que lorsque ce rapport national d'évaluation se retrouve au niveau des chefs d'État africains et de gouvernement, membres donc du MAEP, eh bien, il y a une sorte d'analyse, j'allais dire dynamique. Donc, le président dans le rapport est en évaluation, est en examen. Et à la fin, les conclusions justement de ce rapport d'évaluation, eh bien, deviennent une sorte de plan national d'action. Et ce plan national d'action, ensuite,
devient un élément d'appui au plan national de développement de chaque pays et qui va aller dans le sens de la construction d'intégration économique africaine. Maintenant, quelle est la prochaine étape pour ce qui concerne donc le Congo? Eh bien, l'année prochaine, nous souhaitons effectivement, sous la présidence donc, du Premier ministre Colline Makosso, eh bien, faire la session inaugurale qui rend officiel, qui installe officiellement eh bien, la commission. Ensuite, il y a un accord. En début d'année. Je l'espère. Et ensuite, il y a un accord qui sera signé à ce moment-là avec le secrétariat continental, donc qui se trouve à Abidjan en Afrique du Sud, parce que ce secrétariat continental dépend directement du départ de l'Union africaine. Eh bien, c'est ce secrétariat qui viendra de manière, si vous voulez, indépendante, mettre à nos dispositions une sorte de questionnaire de base qui va permettre justement aux instituts de recherche de mener une sorte d'enquête de ménage avec un échantillon qui sera défini sur l'ensemble du pays. D'accord. Voilà, donc c'est ce que nous prévoyons faire l'année prochaine. Et ensuite, du point de vue du timing, je souhaite véritablement qu'on puisse faire cette étude d'évaluation de base entre 18 et 20 ans. 24 mois. Exactement. Voilà, donc ça c'est clair. La composition, il y a quand même dans ces équipes, qui donne cette synergie incroyable dans tous ces États. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas que des politiques, il y a aussi des experts. Par exemple. Qui par exemple? Par exemple, je suis le président, mais le premier vice-président est membre de la société civile. Voilà. Le deuxième vice-président est membre du secteur privé. Les entreprises. Absolument, c'est le patronat. C'est voilà. le patronat. Et ensuite, dans les 30 autres membres, vous avez des membres, des représentants du gouvernement, vous avez des parlementaires, Sénat, Assemblée, opposition, centre et majorité confondus. Ensuite, vous avez le Conseil national du dialogue, vous avez également les hommes de médias et des universitaires. Donc c'est un processus qui est à la fois consultatif et participatif. On peut dire, et ce sera un petit peu le mot de la fin, puisque finalement on arrive, ça va faire école. Il faudrait que ce processus puisse s'étaler dans le temps, pour que peut-être les générations, qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus, au sujet des jeunes, au sujet peut-être des femmes, enfin, est-ce qu'il y a des choses prévues là-dedans pour pérenniser en quelque sorte ce projet? Non, enfin, le projet, c'est la voie africaine. Oui, c'est la voie africaine. Vers la bonne gouvernance et l'émergence économique. Et donc, c'est le futur de l'Afrique qui se construit. Si les pères fondateurs sont battus pour l'indépendance politique africaine, eh bien, les successeurs de ces pères fondateurs se battent maintenant pour la souveraineté économique de l'Afrique. Voilà. Donc pour la souveraineté économique de l'Afrique. Exactement. Ça, c'est le mot important. Et l'intégration économique et politique de l'Afrique. Pour que l'Afrique ne soit pas seulement cette espèce de vaste territoire où on ne fait que... Ça, c'est un autre débat. Mais en fait, qu'il soit simplement un vaste réserve de matières premières, que l'on exporte. Or, à travers le Népal, la ZLECAf, eh bien, les Africains veulent maintenant définir, construire une économie locale. C'est ça. Une économie locale parce que les échanges entre les États africains ne sont que de 6%. Or, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le monde, le reste du monde, doit savoir que maintenant, les Africains veulent construire une économie réelle. Voilà. Et qu'à travers justement le Népal, la ZLECAf, il y a moyen de bâtir des partenariats avec l'Union européenne, avec le Mercosur, avec l'ASEAN, parce qu'il y a, par exemple, un TGV africain à construire. Vous avez par exemple des voies, des corridors de circulation qui doivent partir du Cap de Bonne-Espérance à Gibraltar. Donc tout cela va permettre à l'Afrique d'émerger. Et donc l'Afrique qui doit simplement être une espèce de terrain de conquête, je pense que c'est une erreur de l'avoir de cette manière-là. Très bien. Et pour terminer, je ne peux pas résister au plaisir de dire la relation avec la France n'est pas interdite pour autant dans cette espèce d'autonomie, la France et l'Europe. Je dirais. Il va y avoir quand même une autre manière d'aborder les choses, mais on est en plein dans ce sujet quand même. Oui, la relation avec la France par rapport à l'Afrique, avec une Afrique assez diverse, moi je pense qu'il va falloir un jour se parler à hauteur d'homme, essayer de mettre en place une sorte de nouvelle conception de la relation entre l'Afrique et la France. Et moi je crois, si aujourd'hui nous avons quelque part une sorte de relation d'amour-haine ou de désamour, moi je crois que c'est parce que depuis la colonisation, l'indépendance et aujourd'hui, eh bien, le partenariat économique entre la France et l'Afrique n'a pas été capable de bâtir une économie
qui soient profitables aux nouvelles générations, qui permettent aux nouvelles générations d'avoir une perspective future, positive, Voilà. au lieu de se lancer dans une transhumance sahélienne pour venir à Lampedusa, etc. Non. Donc il va falloir que les pouvoirs publics, les chefs d'entreprise, les industriels français qui opèrent en Afrique, qu'on se retrouve dans une espèce de tripartite pour voir comment maintenant ne plus simplement avoir une exportation du pétrole, par exemple de mon pays, mais comment réfléchir à la construction d'une espèce de complexe pétrochimique, par exemple. Et ça, c'est possible. Et dans une fonction antérieure, je sais que ça peut se faire dans mon pays. Tu le sais. Je le sais. Bon, tu es ministre des Les zones économiques études spéciales. existent, on peut le faire. Très bien. Et à ce moment-là, les nouvelles générations vont se rendre compte que, effectivement, ce partenariat est positif. Même si l'histoire est faite d'un actif et d'un passif. Notre relation et notre attachement fraternel est déjà la symbolique de cette nouvelle conception Absolument. de la relation. Absolument. Je te remercie beaucoup, mon Non, cher. c'est moi. Mon cher Merci Alain. infiniment. Merci beaucoup et merci Merci. à tous d'avoir écouté. Merci.